Soyons conscients qu'aujourd'hui nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves de la finance. 70% tu donnes à l'État. C'est un racket organisé. C'est la finance qui dirige le monde. Si tu es seul, tu loues quelque chose chez toi, ça te paie ta location ici, tu es à zéro en fait. Et après, je pense qu'avec un budget de 1500 balles, tu vis largement. La Thaïlande, c'est parfait pour moi. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas vraiment de jugement. Quand les gens sont gentils, on prend ça pour de la faiblesse. Et je trouve qu'ici, ils sont à la fois gentils et forts. Le concept du racisme, déjà, il faut être très con. On est tous le con de quelqu'un. Pour moi, un con, c'est quelqu'un qui est méchant. Tous mes albums ont été évidemment censurés, mes livres aussi, parce que je vais trop loin dans le raisonnement. J'étais digital Côte d'Ivoire. J'étais grand reporter. J'ai commencé comme DJ. Ça a marché, ça a payé mes études. Après, j'ai acheté des boîtes de nuit. J'ai eu 9 boîtes de nuit, des gros trucs. En franc milliardaire. Ouais. Mais en fait, un jour, j'ouvre le Sud-Ouest et je vois que j'étais condamné à 23 milliards de redressement fiscal. J'ai fait 12 albums dans le monde entier. Là, je viens d'en sortir un, là, que j'ai enregistré avec des gens qui bossaient avec Johnny Hallyday, Bernard Lavilliers. Je sillonne la planète depuis un demi-siècle. Je suis vraiment tombé amoureux de la Thaïlande et des Thaïs. Au niveau de l'Europe, bon, les conditions de vie ne sont plus réellement agréables. Les voyages, la fête, j'ai vécu avant de mourir. Les gens, ils croient qu'ils vont emmener leur pognon dans le trou. Un trou, te mettre dedans, tu crois que si on met ton pognon dedans, ça ne sert à grand chose. Je suis toujours la teuf. Je mourrai en faisant la teuf. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok et aujourd'hui je vais faire une rencontre sympathique avec Mimi. Et Mimi qui est là à Bangkok et donc je ne pouvais pas m'empêcher de la rencontrer. Mimi, oui, comment vas-tu? Écoute, mieux serait indécent. Si j'allais mieux, j'aurais honte. Tellement ça va bien. Alors ouais, toi, super, ça va. Première question, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Alors en fait, moi, je viens pour la seconde fois, j'espère qu'il y aura une troisième. Je viens 2 mois et 2 mois. Parce que j'estime que, en fait, j'ai réellement envie de m'y installer pour diverses raisons. Je pense que tu les évoqueras tout à l'heure. Mais en réalité, tu peux me le dire tout de suite. Pourquoi Pourquoi un premier voyage en Thaïlande déjà? Parce que je pense qu'au niveau de l'Europe, bon, les conditions de vie ne sont plus réellement agréables. Tout ce pourquoi on aimait vivre là-bas est devenu quasiment obsolète. Et puis aussi et surtout parce que je sillonne la planète depuis un demi-siècle maintenant. Parce que je suis vraiment tombé amoureux de la Thaïlande et des Thaïs. Et des Thaïs en détail, évidemment. Détail en détail? Oui, en détail, pas en général, parce que c'est trop facile d'aimer les gens en général. Alors, donne-moi un exemple. Qu'est-ce que tu aimes? Des détails, par exemple, ce que j'aime chez les Thaïs, c'est leur détachement, le détachement qu'ils ont envers le côté émotionnel, c'est-à-dire qu'ils ne montent pas en puissance tout de suite, ils ont de la retenue, et moi j'appelle ça, ils ont aussi beaucoup de pudeur, mais de pudeur, je ne parle pas de pudeur sexuelle ou quoi, ils ont beaucoup de pudeur au niveau humain, sur le plan humain. Ok, alors il y a l'aspect qu'on appelle le Krenjai, d'accord, qui est une notion d'empathie. L'empathie, oui. C'est-à-dire ne pas vouloir confronter l'autre, se mettre à la place de l'autre pour, on va dire, ressentir ses émotions. Et le but c'est de ne pas brusquer les autres, tu vois. Oui, voilà, c'est ça, bien sûr. En fait, moi je pense que dans cette notion-là, il y a vraiment il y a une notion de respect. Ouais. C'est-à-dire respecter la différence. C'est-à-dire que c'est ce qui manque aujourd'hui dans la civilisation actuelle occidentale, c'est que on n'a plus cette notion de respect, de solidarité. On est devenu trop individualiste. C'est-à-dire qu'on s'est coupé des liens familiaux. Alors, pour toi, moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi la Thaïlande? Tu as plein de pays, tu as les Philippines, tu as le Cambodge. Je veux dire, c'est aussi l'Asie. Ouais, c'est aussi l'Asie, mais je pense qu'il y a ici une notion... Comment allez-vous? Ça va? 2 années? Ah ouais, quand même. C'est vrai? Bah, vous allez être sur la vidéo. Ouais, super. Profitez bien en tout cas. Hein. Au plaisir, salut. Ouais, c'est des abonnés. Et voilà. La Thaïlande, en fait, c'est parce que je suis marin, j'aime la mer.
et que je ne peux pas vivre loin de la mer et que... La mer, tu l'as en Italie, tu l'as au Portugal. Ouais, absolument. Tu l'as Ben, un en peu France, partout. en France, moi Ouais. j'ai mon bateau en France. Alors pourquoi la Thaïlande? Pourquoi la Thaïlande? Parce que justement, le peuple thaï, moi c'est un peuple qui me plaît beaucoup. J'aime cette distanciation qu'ils ont, à la fois ce respect. Et puis, en fait, souvent, quand les gens sont gentils, on prend ça pour de la faiblesse. Et je trouve qu'ici, ils sont à la fois gentils et forts. Ça veut dire que ce qui pourrait passer pour de la faiblesse est en réalité de la force. Et c'est ce que j'aime chez ce peuple. Après, évidemment, j'ai pas mille et un points de comparaison avec d'autres pays comme le Laos, le Cambodge. Tu as fait d'autres pays, pas encore, non? Voilà, en fait, moi j'ai sillonné j'ai fait beaucoup d'autres continents, enfin tous d'ailleurs, et j'ai sillonné la planète depuis un demi-siècle, ça fait Alors, 50 ans. la plus longue durée, tu l'as effectuée dans quel pays? Alors, je suis resté 8 ans sans rentrer un seul jour, hein. Je dis bien, pas un seul jour. Attends, tu me fais peur. Alors, En Europe. 8 ans sans rentrer un seul jour. Ouais, Laisse-moi deviner à la destination. Est-ce que c'était les États-Unis, l'Amérique? j'étais en Côte d'Ivoire. Ah, t'étais en Côte d'Ivoire De toute carrément? façon, à Bobogar, Yoplavel, Ok, on va te gâter la place. on Hein. va gâter le coin, mon frère. Non, en fait, Alors, j'ai vécu en Afrique de l'Ouest, j'étais grand reporter, Ok. j'étais journaliste, c'était un de mes métiers. Et donc, j'étais vraiment en lien avec la population, je vivais avec eux. J'aime beaucoup l'Afrique. Là, je viens d'enregistrer aussi un album à Soweto, à Johannesburg, Ok. en Afrique Donc du en Sud. fait, tu es journaliste, tu es aussi musicien. C'est ça, ouais, j'ai fait 12 albums Ok. dans le monde entier. Là, je viens d'en sortir un, là, que j'ai enregistré avec il y a des gens qui bossaient avec Johnny Hallyday, Bernard Lavilliers, avec Ok. beaucoup de Tu m'as dit cuivre. aussi à Alpha Blondy. Alpha Blondy, ça je l'ai enregistré justement en Côte d'Ivoire, avec toute l'équipe d'Alpha Blondy, Tikenja Fakoli. Ok. Voilà, et en fait j'ai toujours eu 3 casquettes. J'ai commencé comme DJ, ça a marché, ça a payé mes études. Après j'ai acheté des boîtes de nuit, j'ai eu 9 boîtes de nuit, des gros trucs. Ça Après je devait suis être parti. difficile à gérer ça, des boîtes de nuit. C'était où? C'était compliqué Dans à quel pays? Bordeaux, après Arcachon. J'en ai eu 9 en tout, mais des gros trucs. Hein. Ah oui. Ouais, le Rétro par exemple, qui était la 2e boîte de France au niveau des entrées. Tu étais le patron ou tu Oui, étais gestionnaire ou propriétaire, ouais. propriétaire? Patron, et puis en même temps DJ, parce que toujours ce côté artistique. Ok, ouais, c'est très bien. Voilà. Alors je peux te poser une question. Je t'en prie, ouais. Quand on est propriétaire de boîtes de nuit, de grosses boîtes de nuit, on Mhm. est millionnaire alors? Ouais, en fait, un jour, une petite anecdote Ouais. à ce propos. Mais oui jour, ou non? Millionnaire ou pas? En francs milliardaire. Ouais. Mais en fait, un jour, ma marraine me téléphone et me dit écoute, t'as ouvert le journal, j'ouvre le Sud-Ouest que j'ai conservé, donc tout est vérifiable. Et je vois que j'étais condamné à 23 milliards de redressement fiscal. Ah oui. Donc tu vois, j'ai brassé beaucoup d'argent, etc. Mais après, bon, ça a été. Je veux dire, s'il n'y avait pas lieu, quoi. Mais en fait, l'idée, c'est que j'ai connu ce côté business. J'ai toujours été artiste, donc toujours. Et maintenant, je suis plus écrivain. J'écris des bouquins. Là, je viens d'en publier 2 Ok. sur le monde de la politique, des élections, etc. Alors, millionnaire alors ou pas aujourd'hui? Aujourd'hui, non, plus aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup claqué, mais j'ai quand même pas mal d'argent de côté, oui, effectivement. D'accord. Ok. Et t'as claqué dans quoi? Sans indiscrétion. Les voyages, la fête. Ok. Ah ouais, ok. Ouais, voilà, j'ai vécu avant de mourir, quoi. Ah, t'es pas encore mort. Après, Mais non, mais j'ai vécu justement, avant de mourir. c'est Là, pour ça. Tu me fais peur là, t'es Mais pas un non. fantôme. Mais non, mais si tu veux, c'est ça, les gens, ils croient qu'ils vont emmener leur pognon dans le trou. Ouais. Tu vois, on va faire un trou, te mettre dedans, tu crois que si on met ton pognon dedans, ça ne sert à grand chose. Ah oui, Après, tu trouves qu'aujourd'hui, on est dans une société matérialiste? Mais les gens ont peur de se retrouver sans rien, surtout ceux qui n'ont eu rien au départ. Et puis, ouais, une société matérialiste, mais ça, c'est évident. Ah ouais. Matérialiste, individualiste, Consumériste? c'est y a- l'ultra-consommation. C'est ce que je dis depuis des années. Enfin, dans tous mes bouquins, tous mes albums ont été évidemment censurés, mes livres aussi, parce que je vais trop loin dans le raisonnement. Alors qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai dit depuis 40 ans se vérifie, mais point pour point, quoi. Je veux dire, il n'y a
n'y avait aucune utopie, aucun complotisme. Ok. Ouais, Tout est carrément factuel, c'est vérifié. Ok. Alors, question. Tu es venu avec quel budget en Thaïlande? Alors, Parce que là, je sais que tu as envie de t'installer aussi. absolument, j'ai vraiment envie de m'installer. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de venir plusieurs fois 2 mois, déjà pour savoir où, c'est très important, où. Après, quand tu es vraiment prêt, c'est-à-dire que quand tu t'es vraiment préparé de manière matérielle, effectivement. Et, au niveau du budget, moi je pense qu'en fait, dans un premier temps, ils viennent te chercher, Sabri, t'as entendu? Non, pas du tout. Non. Là, Ils sont en train de siffler parce qu'il y en a qui doivent pas respecter. Voilà. Il y a le quelques règlement. personnes qui ne doivent pas respecter les règles. Peut-être qu'il veut se baigner. Mais en fait, l'idée c'est qu'en fait... Non, il est venu avec son vélo. Et c'est ce interdit. parc-là, c'est interdit au vélo, D'accord. aux trottinettes. Voilà. Les seules personnes qui ont le droit de conduire un vélo, ce sont les gardes. Voilà. Il va avoir une amende. Hein. Et je me demande comment il a fait pour rentrer. Non, oui, sur le plan matériel, financier en l'occurrence, moi ce que je pense c'est qu'au départ, il ne faut surtout pas acheter un bien. Voilà. Surtout pas acheter, c'est-à-dire que le budget avec lequel tu vis en Europe, en France, mensuel, il faut que tu arrives à l'isoler pour le vivre avec ici. Et pour toi, tu estimes qu'il faut quelle somme? Alors voilà, il faut quelle somme pour toi pour... Si par exemple tu es propriétaire d'une maison, tu peux louer ta maison, ça va s'additionner à ce que tu touches mensuellement comme retraite, puisque moi, bon évidemment j'ai d'autres activités, mais... Ouais, mais tu arrives à vivre avec combien? Ça, à mon sens, à peu près. Si tu es seul et que par exemple, tu loues quelque chose chez toi, ça te paie ta location ici. C'est-à-dire que tu es à zéro en fait au niveau de l'habitat. Et après, je pense qu'avec un budget de 1500 balles, tu vis largement. Pour toi, 1500 c'est suffisant? Ah ouais, très largement. Évidemment, si tu sirotes une bouteille de whisky tous les soirs, que tu vas faire n'importe quoi, etc. Mais si tu vis à la Thaï, et même avec des bons petits restos, comment dirais-je, européens. Ouais. Alors attention, ne pas tomber. Tu t'en sors largement. Tu t'en sors largement, franchement, honnêtement. Moi je pense que 1500 balles tu vis bien, mais je pense que c'est surtout dans l'organisation. Là c'est le comment de l'organisation. C'est-à-dire que si tu es propriétaire d'un truc, ne le vends pas tout de suite pour venir acheter un truc là, c'est une grosse connerie. En fait, il faut pas se précipiter. Non, tu loues ton truc et avec l'argent de la location, moins évidemment le racket du fisc, et avec l'argent de la location, tu loues un truc ici, donc tu es à zéro. Mais le souci, c'est que en conservant ton bien là-bas, tu restes quand même, on va dire, résident fiscal en France. D'accord? Oui, parce au que départ. Tu as quand même un bien économique là-bas. Bien sûr. Et en fait, c'est ça le gros piège. Si tu gardes ta maison, ton appartement en France, le truc, c'est que tu es considéré comme résident fiscal là-bas. Parce que c'est ton centre économique est là-bas. Même si tu passes plus de 6 mois ici. Oui, mais à condition que, comment dirais-je, déjà que tu sois imposable, d'une part, et il y a beaucoup de choses à savoir à ce niveau-là, et puis, comment dirais-je, à condition aussi que, enfin, à mon avis, si au niveau des revenus, tu arrives à bien cadrer ton truc, tu n'as plus que les taxes foncières à payer. Et si tu mets sur le plan mensuel le montant des taxes foncières dans le loyer mensuel de ton bien, à ce moment-là, tu tombes à zéro. Ok, écoute, ça peut s'entendre, on peut entendre cet avis-là. Moi, je te dis, je connais plusieurs personnes qui ont des biens immobiliers. Et ces personnes-là, en général, elles essayent de partir sur une feuille blanche. Elles veulent se débarrasser de tout ce qu'elles ont en fait. Alors, parce que le fait de posséder des biens quand même en France, tu gardes quand même une certaine attache. Et aussi, il faut gérer. Je veux dire, si tu as un bien en France, il faut le gérer quand même. Alors l'idée, là tu as parfaitement raison. En fait, l'idée, c'est non pas de tout vendre. Tu vends la grande majorité, là je te rejoins absolument, mais par contre tu gardes un petit truc, un tout petit truc qui est très peu imposable, tu vois, avec très peu de taxes foncières, très peu de charges fixes. Ok. Et pourquoi? Parce que si ici tu as vraiment un gros problème que tu dois vraiment partir, etc., tu sais que
ou même tu as juste envie de rentrer pour un mois ou deux, tu as un bien quand même, tu vois. Alors tu peux essayer de, par exemple, trouver quelqu'un qui a envie de venir, et ça je trouve que c'est une idée qui est pas mal, c'est pas parce qu'elle est de moi, mais tu peux par exemple trouver quelqu'un qui a envie de venir ici 2 mois, tu lui loues ta baraque, et les 2 mois où il vient, toi tu rentres 2 mois. Tu vois. Alors où est-ce que toi tu aimerais t'installer? Dans quelle ville? Là j'aime bien Banpé, du côté de Rayong, Banpé. Ok. J'aime bien ce Rayon, coin. ok. Vers Rayong, ouais, mais Pattaya, non, Phuket, j'aime pas, Koh s'il y a Samui, trop tout ça, de too many scammers. Ah bon? J'aime pas trop les regroupements. C'est-à-dire j'ai tellement vu de monde dans ma vie que j'ai envie de coins paisibles. Et tu vois, un petit havre de paix, et quand tu as envie de voir du monde, ben là, tu vois, je suis venu à Bangkok, j'ai vu plein de monde, tu vois, c'est la teuf, mais je sais que... C'est la teuf. Attends, tu as quel âge? J'ai 70, bientôt 69. Et moi, alors, je suis un teufeur, j'ai eu 9 boîtes de nuit, 30 ans de nuit, t'imagines pas que je carbure au Vitelmant et que je dors à 21h. Aujourd'hui aussi? Je suis toujours la teuf. Ah ouais? Je mourrais en faisant la teuf. Ok. Mais ouais, je vois pas pourquoi, la vie c'est une grande fête, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut vivre avant de mourir quoi. Mais on est de passage, la vie est courte. Mais je respecte ta vision des choses, de dire que la vie c'est une grande teuf. Si c'est ta conception et que c'est ce qui te rend heureux, c'est bien. C'est ça. Après le bonheur, chacun le trouve où il peut. Là, dans mon dernier album, il y a une chanson, c'est juste piano-chant avec une violoncelliste. Et j'explique dans cette chanson que le bonheur, c'est ici, aujourd'hui, là, ici, et maintenant. C'est-à-dire aujourd'hui. Attention, ne te fais pas arroser. Ouais, mais j'aime bien. C'est vrai? Ouais, c'est agréable. Ouais. Il fait chaud. Ah, là, on se fait arroser quand même, on est vite. Hein. Ouais, pour la caméra surtout. Pour la caméra, non, ça va, la caméra. Il y a des belles plantes, il faut les arroser. Ouais. Non, mais les parcs en Thaïlande sont super bien entretenus. C'est magnifique, c'est propre. Magnifique, non, mais vraiment, je suis. Et le métro, quand tu prends le métro, tu as dû le prendre comme moi à Paris 1000 fois. Alors, moi, ça fait presque 10 ans que je suis en Thaïlande maintenant. Alors, toi, t'es venu 2 fois. Mais tu rentres pas du tout, non? Ah si, je rentre. L'année dernière, je suis rentré 5 fois. Mais tu vois quand même la différence qu'il y a entre le métro parisien et le métro à Bangkok, le MRT, BTS. Ça n'a rien à voir. Propre. Les gens sont voilà, tu vois pas les bagarres, les machins, les trucs. Ça se bouscule pas. Oui, ouais, il y a un respect, c'est ça. Ouais. C'est ce que j'aime ici. Ce que je dis toujours ici, moi, il y a une souplesse de vie. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a une vraie souplesse de vie ici où tu n'as pas trop de charge mentale et si tu es respectueux en fait de leur hygiène de vie, de tout. En fait, on peut pas dire qu'il y a une culture parce qu'il y a plein de cultures ici. Tu as plein de nationalités, tu as des Russes, fou, tu as des Japonais, en fait, c'est un mélange de cultures. C'est un melting pot, c'est très cosmopolite. Mais il y a une base commune de respect, tu vois. Et ça, c'est c'est le socle commun. C'est ce qui fait, une nation. C'est ce qui fait un peuple. Enfin. Pas un peuple, mais une nation, c'est-à-dire qu'une famille, quoi. Je dis souvent que les gens, tiens, on a un visiteur, t'as vu? Il essaye de communiquer avec toi. Ouais, il veut passer à la téloche. Hein. En fait, l'idée, si tu veux, je dis souvent quand les gens parlent d'immigration, de trucs, etc., je dis souvent qu'en fait, une nation, c'est une famille. C'est une famille. C'est comme ici, si tu veux, la nation Thaï, si tu veux, l'idée c'est que c'est une famille. Alors évidemment, si elle peut adopter des enfants, comme toi, comme moi, elle peut adopter des enfants. Mais il faut absolument, et c'est valable dans le monde entier, hein, notamment en France, il faut que ces enfants-là qui sont adoptés par cette famille, ils se comportent selon les règles de cette famille, qui respectent le code de vie, les règles de vie, même si ça contrevient à leurs habitudes. Tu vois ce que je veux dire? L'idée c'est que il faut considérer une nation comme une famille. Et quand tu vois ça comme ça, tu sais que cette nation-là, c'est ta maman, que tu vois, après tu as tes frères partout. Il faut que ça soit fraternel. Et c'est ce que j'aime ici. Tu vois, c'est ce que j'aime ici. Et tu l'as vu nulle part ailleurs? C'est assez rare. Alors, et en Côte d'Ivoire, comment ça s'est passé? Tu as passé 8 ans en Côte d'Ivoire? Ouais, après, j'ai passé 8 ans. Bon, 8 années. Mais vraiment 8 ans à travailler. J'étais qu'avec des Africains. J'ai dirigé une rédaction. Il y avait des dizaines et des dizaines de journalistes. Ok, c'est des journalistes africains? Africains, oui, okay. Africains, mais qui avaient un très bon niveau, qui avaient fait une école de journalisme, hein, comme moi, enfin des professionnels, quoi. Okay. Et c'était, et en fait,
Évidemment que quand tu es tout babou là-bas, quand tu es tout bab, quand tu es blanc, quoi, il y a certaines contraintes. On te fait sentir la différence à tous les niveaux, au niveau des prix, etc. Ah ouais? Mais ouais, mais évidemment, évidemment. Mais bon, quand tu le sais, tu entres dans ce jeu-là, tu respectes ce jeu-là. Mais Est-ce que c'est un peu comme à la Thaï ou pas? Parce que tu sais qu'ici, oui, ici aussi en Thaïlande, il faut le savoir, Bien tu as sûr. parfois la double tarification. bien sûr, bien sûr. Quand tu vas visiter un temple, par exemple, eh bien c'est gratuit Oui, pour les Thaïs. oui, oui, oui. C'est 200, parfois 400 bahts pour des étrangers. C'est normal, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien parce que quand tu compares le pouvoir d'achat des Phalangues et des Thaïs, c'est normal. Je veux dire, il faut. C'est ce que je pense justement. Ils font. Les étrangers paient un peu, c'est-à-dire ils participent au bien commun, quoi. Moi je pense que c'est normal parce que Eh oui. les Thaïs payent déjà dans les impôts. Tu vois ou pas? Ils les Mais- payent avec les impôts déjà. Voilà, l'entretien, voilà, voilà. peut-être. En plus de ça, tu vois, c'est une notion que je n'avais pas. Mais en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que si tu reviens à la famille dont je te parle, c'est que bon, ceux qui ont le plus d'argent, ils partagent. C'est comme ici, les jeunes, ils envoient aux anciens au village. Tu vois ce que je veux dire? Il Ok. faut partager, c'est une famille. Il Alors faut tu bien- trouves que c'est bien ça ou pas? Alors, C'est excellent. imagine, Très bien. tu es marié avec une Thaïlandaise. Mhm. Ce sera aussi ma question suivante. Ouais, ouais. Voilà, si tu te verrais par exemple marié avec une Thaïlandaise. Mm, Est-ce que si tu étais marié avec une Thaïlandaise, est-ce que tu penses que voilà, si elle te dit écoute, j'envoie de l'argent tous les mois à mes parents, est-ce que c'est un truc qui te. c'est normal. Ça me paraît tout à fait naturel, quoi. Ok. Enfin, moi, j'envisage pas du tout de me marier avec une Thaïlandaise, ni de me marier tout court. Hein. Je me suis jamais marié, c'est pour Ah, tu t'es aujourd'hui. jamais. Jamais marié, non. C'est pas. C'est pas mon kiff, si tu veux. Et d'ailleurs, si tu remarques bien, dans le monde entier, les jeunes, ils sont moins cons que nous, hein, enfin que les anciens. C'est-à-dire qu'ils ne se marient pas spécialement, ils ont chacun un appart, ils se voient quand ils ont envie de se voir. Et après, quand ils sont vraiment décidés à fonder une famille, à ce moment-là, ils essaient ils pensent, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus directement au mariage, ils vont d'abord au bonheur. Parce que déjà, pour rendre quelqu'un heureux, que ce soit une femme ou un homme, il faut déjà que toi, tu sois heureux. Et donc, si tu te mets ensemble, déjà, souvent, ça va au clash. Et non, 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 mais en fait, si j'étais marié, imaginons qu'un jour, je devienne fou complètement et que je me marie. Tu vois pas? Je me mette avec une nana tous les jours au même endroit, à faire la même chose, avec la même femme, etc. Déjà, tu vois, c'est pas mon kiff. Moi, je suis un... T'es un libertin? Non, je ne suis pas libertin, mais je suis libertaire. Et Ok. libertaire, c'est-à-dire que je tiens beaucoup aux libertés. Libertaire, c'est un très beau mot. J'invite tous tes abonnés à consulter ce Ok. libertaire. Tu as des libertaires de gauche, des libertaires de droite, parce que gauche-droite, ça encore, c'est une immense connerie, quoi. Je veux dire, voilà. Ok, t'es un libertaire alors. Libertaire, ouais. Ok. Libertaire. Ok. Alors t'as jamais été marié? Jamais. Ok. Ça, quand même. Moi je respecte hein, évidemment, mais je me dis c'est beau aussi parfois quand ça marche. Alors parfois certaines personnes peignent toujours un tableau sombre, ça va foirer, etc. Mais il y a de très belles histoires de mariage. Oui, je suis absolument d'accord avec toi, mais il y a le yin et le yang, quoi. Il y a le chaud, le froid, le jour et la nuit. Il y a le positif et le négatif. Donc quand tu as fait l'équilibre de tout ça, Personne ne te recherche, t'inquiète pas. Non, c'était une feuille Ah, une feuille. Ok. Menacé par une feuille. au sol. Non, mais je dis simplement, j'ai rien, mais vraiment absolument rien contre le mariage, mais vraiment rien. Mais c'est pas fait pour moi, parce que j'aime trop la liberté, je ne me verrai pas, bon, on mange à telle heure, aujourd'hui on va à tel endroit. J'aimerais pas qu'on m'impose quelque chose, comme je n'aimerais pas imposer quelque chose à quelqu'un. Ok. Alors, tu sais que certains, parfois, ont des relations. Non. J'allais dire des relations un peu libres en mariage, mais ça, c'est pas un mariage, ça. Je pense Ouais. qu'une fois que tu te si, maries. ouais, tu parles du libertinage, toi. Non, je parle. Non, je Ah parle pas. ouais, mais non, bon, ça, c'est. Ouais, c'est pas mon kiff. Ça, c'est pas. Ok, ouais. non, je parle pas de ça. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont en couple, Mhm. mais ils appellent ça, je ne sais pas, relation non exclusive. Ouais, c'est bien ça aussi. Ouais, D'accord, donc, c'est bien pour eux, si eux ils ont décidé de vivre avec quelqu'un et de laisser les personnes faire ce que bon leur semble, pourquoi pas? Moi je suis pas du genre œillère, moi j'ai raison, mais ça les incite autres. pas un peu à la débauche, non? Un peu? Un petit peu. C'est risqué, hein. C'est risqué. C'est très risqué, parce que si t'es une nana, que ton mec il va voir une autre nana et que c'est mieux, que la nana elle est mieux, etc.
Et c'est pareil pour ta femme, quoi. Si jamais tu es marié, que tu laisses aller ta femme, si elle tombe sur quelqu'un de plus beau que toi, bon, plus beau que toi, c'est pas dur, hein, tu me diras, mais... Ok, allez. Et toi, alors? Moi... Ouais, voilà, en fait, le truc, c'est que moi, je pense qu'il faut arriver... La Thaïlande, c'est parfait pour moi, parce que, justement, il y a ce côté libertaire, ça veut dire que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas vraiment de jugement. Ou s'il y a un jugement, en tout cas une appréciation, une opinion, c'est conservé par devers soi, tu vois. C'est pas déversé comme un torrent de haine. Ou tout de suite, ils y vont paisiblement. Et puis si c'est renouvelé, alors là par contre, tout de suite c'est la cocotte, tu sais, le couvercle de la cocotte minute qui part. Et ce que j'aime bien le Thaïlande, c'est ça, c'est ce côté libertaire. En fait, c'est ça. C'est un pays quand même qui a des règles très strictes et tu as quand même l'impression d'être libre, de faire plein de choses. Absolument. C'est ça en fait qui est un peu contre-intuitif. C'est un pays très strict. Il y a des règles, tu ne peux pas faire tout ce que tu as envie. C'est très important. Mais personne ne va venir te harceler, te matraquer. C'est très important. Justement, à propos de matraquage, ailleurs. Alors, je parlais de matraquage. Non, mais je plaisante. Je parlais de courrier. Non, mais je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important ce que tu dis, parce que pour le vivre ensemble, j'en reviens toujours à cette notion de famille. Tu vois, que tu sois d'ici ou que tu viennes d'ailleurs, il faut respecter les règles. Donc, il faut un cadre. S'il n'y a pas de cadre, mais vraiment de cadre précis, ferme, tu vois, vraiment cadré, ça déborde dans tous les sens, ça part en vrille dans tous les sens. Et c'est ça qu'il y a en Thaïlande, c'est que tu as ce cadre-là, tu le respectes pas, tu dégages. Tu es d'accord avec moi ou pas? Combien de fois ils remettent les mecs dans l'avion, ils dégagent, toi, t'as vendu de la cam, t'as fait n'importe quoi. Alors, il y a eu des personnes aussi qui ont vraiment déconné, ça m'étonnera toujours. Mais quand je te dis déconner, c'est déconner au plus haut degré, c'est-à-dire faire du trafic de farine, si tu vois ce que je veux dire, la merde, de farine, etc. Et je comprends pas ça. Donc il y a certaines personnes qui prennent 20 ans, 25 ans de prison. Il y a du monde. Hein. C'est très important parce qu'en fait, non seulement ici en Thaïlande, ils s'occupent de leurs anciens, pour des raisons évidentes, c'est que la couverture sociale, etc., on ne va pas revenir dans les détails. Non, mais tu peux préciser. C'est-à-dire qu'en fait, sur le plan social, au niveau des soins médicaux, etc., il n'y a pas vraiment la couverture, tu n'as pas de CMU ici, tu vois. Donc il faut que les jeunes prennent soin de leurs parents, parce que leurs parents, ils gagnent quoi? Ils ont 20 balles de retraite, tu vois, ils n'ont que dalle, quoi. Donc tu as cette solidarité intergénérationnelle, quoi. Et donc, si tu veux que les jeunes s'occupent des vieux, il faut que les jeunes ils soient sains. Si tu leur mets de la cam, de la merde, tu vois, toutes ces saloperies dans les pattes, tu vas détruire la jeunesse. Il faut d'abord commencer par préserver la jeunesse. C'est ce qu'ils n'ont pas fait en France, par exemple. Ils ont mis la jeunesse dans des ghettos, ils ne s'en sont pas occupés, alors qu'il y a une intégration qui peut être faite par le sport, par la culture. Ils n'ont rien fait. Enfin, je viens de publier 2 livres sur la politique, sur la géopolitique mondiale. Alors, tu sais quoi, je vais vous mettre le contact, évidemment, de Mimi en dessous, d'accord, ce qu'il a fait, etc. Regardez juste en dessous dans la description. Voilà, si vous voulez rentrer en contact avec lui, voir ce qu'il fait aussi à côté. J'ai envie de te poser une question. Le contact intergénérationnel en France n'existe plus entre les enfants et... Parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de maisons de retraite où il faut payer 2 000 € et on ne s'occupe pas vraiment des aînés. Déjà, au niveau des maisons de retraite, c'est très très cher. Très très cher. C'est hors de prix, quoi. C'est quoi, c'est 2 000, 2 500 €? Ouais, c'est un truc basique, quoi. Il faut avoir les moyens, quand même. Déjà, il faut que les enfants aient les moyens. Alors, justement, c'est dans un chapitre que j'ai développé, c'est que, en fait, l'idée, si tu veux, c'est, comment dirais-je, que déjà, avant Internet, si tu veux, au niveau de la transmission du savoir. C'est-à-dire qu'on allait vers les vieux. Papy, moi j'ai été élevé comme ça, papy, comment tu fais les jardins, comment tu plantes des carottes, etc. Tu vois, papy, pourquoi la lune descend, papy, tu vois, ou mamie,
tu vois, ou maman ou papa. Maintenant, les jeunes, ils vont sur ChatGPT ou sur Google, ils tapent, ils ont leur réponse. Ils ne vont pas les s'emmerder à demander aux parents. Et la plupart du temps, ils sont sur leur smartphone. Il y a ça, et attention, il y a aussi les vieux. Qu'est-ce qu'ils font les vieux? Ben regarde, moi je suis pas là, je suis pas en France. Bon, moi j'ai pas de petits-enfants, donc ça va. Mais en fait, l'idée, et j'ai des filles qui voyagent partout aussi, donc il n'y a pas de problème. Mais ils prennent leur camping-car, les vieux, et ils se barrent. Avant, ils gardaient les petits-enfants. Donc il y avait une transmission, tu vois, il y avait un tissu relationnel, un lien intergénérationnel. Maintenant, ça part en vrille, quoi. Okay. C'est ça le truc, c'est que c'est chacun pour soi. C'est super, tu sais que ton avis m'importe énormément parce qu'on peut dire que tu es un ancien aussi et donc je pense que c'est primordial. C'est vrai que la jeunesse aujourd'hui est bousillée par les réseaux sociaux et d'ailleurs aujourd'hui… je suis bien d'accord avec toi, c'est pour ça que… Le soleil tape vraiment là. Je voulais juste te dire un truc, c'est que j'aime beaucoup ton travail parce qu'il y a toujours… Beaucoup. Non mais réellement, c'est pour ça que je t'ai contacté. Je te paierai tout à l'heure. Ok, d'accord. Mais non, honnêtement, parce que je trouve que tu as tu as un traitement, en plus c'est un journaliste professionnel qui te le dit, tu as un traitement probe, c'est-à-dire honnête et tu ne… Comment dirais-je ? Tu traites ça avec modération. Tu es autant modérateur qu'intervieweur. Et ça, j'aime beaucoup ton traitement. Alors, tu penses que je modère un peu, non? Je te laisse dire ce que tu veux, non? Tu modères, tu pondères. Ah bon? Franchement, oui. Je crois que tu es un modérateur. Pour moi, je te laisse dire ce que tu as envie de dire. Moi, je pense que j'ai lu, parce que j'ai vu tous tes lives avant de te contacter, j'ai vu toutes les interviews que tu as faites. Je trouve que tu as une approche, comment dirais-je, altruiste. Et c'est assez rare dans le journalisme. J'ai fait des bouquins sur les merdias, sur les journalopes, etc. Okay. où en fait ils servent la soupe là je ne veux pas entrer dans les détails parce qu'après je parle de stratégie géopolitique mondiale. Ouais. Mais en fait l'idée c'est que je trouve que dans ton travail, j'ai vu que tu avais été récemment attaqué par des gens qui sont totalement incultes. Et je trouve que tu laisses une grande place à la parole de l'autre et aux réponses. Et souvent, les journalopes écoutent plus leurs questions que les réponses. D'accord. Alors moi je pense, si je peux me permettre mon avis, on a un super cadre ici quand même. Je suis c'est magnifique. Content de rencontrer Mimi ici aujourd'hui. En fait, je pense que le travail de YouTube, c'est qu'il n'y a pas… c'est moi qui crée ma propre ligne éditoriale. J'ai pas de compte à rendre, j'ai pas de patron. Et c'est ça qui fait la différence peut-être avec des journalistes où ils sont obligés de choisir une ligne éditoriale. Là, toi et moi, on fait un reportage on va dire, qui va peut-être 40, 45 minutes, 1 heure, je ne sais pas. Mais tu as la liberté de dire ce que tu as envie et ce ne sera pas coupé. C'est ça l'avantage. C'est ce qui est fabuleux. Alors au niveau du journalisme, le problème c'est quoi? Tu vois par exemple quand je suis rentré en Europe, j'ai intégré une rédaction européenne, je ne vais pas citer de journaux parce que ça ne sert à rien d'identifier des gens. Mais tout de suite, dès que j'ai fait des interviews de grands hommes politiques et qu'il y avait un truc qui gênait, j'avais le red chef qui venait me voir, puisque là j'étais redevenu rédacteur ici, je n'étais plus rédacteur en chef, qui venait me voir en me disant je suis désolé Mimi ou Michel, ton papier on va pas pouvoir le passer parce que si, parce que ça. Alors ils sont complètement verrouillés par les annonceurs, et les annonceurs sont souvent proposés par la prod et puis par le patron. Il faut savoir qu'en France c'est quasiment 9 personnes qui détiennent toute la presse, la PQR, pièce quotidienne régionale, la presse nationale. 9 personnes, t'imagines? L'actualité en ce moment, parce que je crois que là on est en février 2026, hein, en fait l'actualité géopolitique mondiale en arrive, si tu veux, le système arrive à l'implosion. L'idée c'est que, et le journalisme en fait partie, c'est le 4e pouvoir. Hein. Législatif, exécutif, judiciaire et médiatique, quoi. Okay. En fait, le truc il est prisonnier de ce système-là, et donc les journalistes sont comme les autres, ça veut dire qu'ils ont une famille à nourrir, ils ou elles ont une famille à nourrir, hein, donc elles sont bloquées. Alors pour moi, ma vision un peu du journalisme en France, c'est qu'aujourd'hui, on prend un invité et on le jette en pâture dans un plateau
comme CNews par exemple ou BFM, et en face, on lui met 5 hyènes carrément qui l'attaquent, qui l'interrompent à chaque fois qu'il commence une phrase. Et en fait, tu n'as pas le temps d'étayer ton point de vue, ni d'argumenter. Et il n'y a rien de pire pour en fait décrédibiliser quelqu'un. Bien sûr. Non seulement tu décrédibilises cette personne, mais en plus tu te décrédibilises toi-même. Parce qu'en fait, moi si tu veux, je suis censuré depuis 40 ans. J'ai fait 12 albums, j'ai écrit des bouquins. Toi, t'as dit quoi de grave? J'ai dit la vérité, j'ai dit ce que Dieudonné par exemple dit depuis 30 ans. Moi j'étais censuré avant lui. Okay. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'époque où tu as des Georges Brassens, des Léo Ferré qui pourraient s'exprimer, c'est mort. Okay. Ou alors ils ne passent plus dans les médias mainstream, quoi. C'est fini, c'est terminé ça. Là, la liberté de parole, elle est complètement occultée. Si tu veux, si tu as 2 secondes, je peux te dire pourquoi et comment. J'ai 2 secondes, je développe ça. Mais c'est ton espace là, voilà. Là c'est toi qui dis ce que tu as envie de dire. Hein. Écoute bien, en fait c'est très très simple. Depuis quelques années, je peux entrer en détail si tu veux, on te parle de la dette. Dans mon dernier bouquin, j'explique pourquoi voter est inutile aujourd'hui. Élire est utile, mais voter est inutile. Pourquoi? Parce que, par exemple, parlons de la dette, du montant de la dette. C'est ce qui génère des impôts d'État, t'imagines, avec le montant de la dette, qu'on pourrait construire comme hôpitaux, comme salles polyvalentes, etc. En fait, en 1972, écoutez... je connais, 1972, la loi Pompidou. Non, mais... C'est ça? Oui, mais non. Oui, mais non, parce qu'en fait, écoute, non, mais tu as raison, mais en partie raison, parce que 72, voté en 73, Pompidou avec qui? Avec Rothschild. C'est-à-dire que Pompidou, il dit, à partir d'aujourd'hui, enfin, c'était en janvier, après ça a été promulgué après, si tu veux, je reviens toujours à ma famille, on est de la même famille, toi et moi, on est de la même famille, moi je te prête de l'argent à taux zéro. En plus, tu me le rembourses quand tu peux. Avec, tu fais ce que tu veux. C'est ce qui se passait avant avec la Banque de France. La Banque de France, elle prêtait de l'argent, je sais pas, à une région, tu vois, pour construire un hôpital. Mais alors c'était pas de l'argent qui était prêté, je pense que c'était la planche à billets. La France avant, la Banque de France imprimait ses billets. Elle se prêtait à elle-même de l'argent. C'est ça. Qu'elle s'est remboursée quand... Donc, alors, 72-73. Ils disent non, terminé ce petit truc, maintenant ils disent carrément c'est illégal, donc maintenant on va passer par les banques privées. Par qui? Rothschild. Donc évidemment, après, si tu veux, ils ont laissé un peu filer, après je crois, c'est en 81. Juste, je précise un petit peu, ce que Mimi est en train de nous expliquer là, c'est un peu l'origine de la dette française aujourd'hui, qui est de 3 000 milliards. Et c'est un point de vue important, c'est de là que ça a démarré, en 1972-73. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque année, l'État français emprunte des milliards, d'accord, chaque année, pas pour rembourser le prêt, mais pour rembourser les intérêts du prêt. De la dette. Juste les intérêts de la dette. Absolument. Alors que à l'époque, on se prêtait nous-mêmes de l'argent à taux zéro, c'est-à-dire sans intérêt, déjà, d'une. En 81, Maastricht a sanctionné le truc en disant on officialise ça, donc c'est terminé. On pense à la Banque Centrale Européenne, etc. Okay. Ensuite, sur le plan purement politique, en fait, il y a eu, ça c'est un coup d'État, ça s'appelle un coup d'État monétaire. Ensuite, il y a eu un coup d'État politique en 2005. Okay. 55% du peuple français et néerlandais, ils votent contre le traité européen. Et en 2007, on nous met le traité de Lisbonne en nous disant, écoutez, vous avez voté non, mais c'est oui. Alors, fermez vos bouches. Tu vois, on est complètement... C'est irréel. Et on rejoint aujourd'hui, quand on voit l'affaire Epstein, etc., on revient, il y a les mêmes noms qui sortent. Ce que je veux dire, c'est que... Écoute, on va dire, un truc énorme. Tu ne peux pas nous donner des infos à moitié. Alors, il y a qui ressort, c'est important. C'est un sujet d'actualité. Rothschild. Il faut savoir que Pompidou, il dirigeait la banque Rothschild. Il faut savoir que Macron, il travaillait pour Rothschild. Il était banquier pour Rothschild. C'est-à-dire que c'est un microcosme. Il faut bien comprendre une chose. Voter à droite ou à gauche, que tu votes à droite ou à gauche,
Moi, j'ai vraiment un profond respect pour les opinions différentes. Mais en fait, que tu votes aujourd'hui pour Mélenchon ou que tu votes pour Marine Le Pen, je prends vraiment, tu vois, deux opposés. En fait, arriver au pouvoir, que ce soit ou Mélenchon ou Marine Le Pen, ils vont arriver, ils seront pieds et poings liés parce que qui dirige le monde? C'est la finance. Si demain Marine Le Pen ou Mélenchon ils veulent construire un hôpital, ils vont aller prendre le pognon où? Dans les banques. Et les banques, c'est qui? Tu comprends? C'est la finance qui dirige le monde. Ce ne sont pas les partis politiques. Mais après, il y a des idées différentes. Parce que politique, c'est quoi? C'est l'organisation de la cité, quoi. Alors, voilà. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui vont te dire oui, mais moi, je ne veux pas parler de politique. Ou moi, je ne fais pas de politique. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Moi, je dis que tout est politique. Voilà, merci beaucoup. Tout est politique. C'est exactement ça, en fait. Parce que politique, la vie, en fait, la vie est politique, en fait. La politique, c'est l'organisation de la vie de la cité. Donc, tu es concerné par les transports en commun, tu es concerné par le prix de l'école de ton enfant, tu es concerné l'endroit où tu vis. Le fait de t'expatrier, d'immigrer ailleurs, mais moi, c'est de la politique aussi. C'est éminemment politique, c'est une décision qui a été mûrie. J'ai 69 ans, je ne suis pas un gamin, donc j'ai vraiment mûri cette réflexion en me disant, ici, non seulement... Tu sais qu'en France, c'est le pays le plus taxé au monde. C'est 70% de ce que tu gagnes en taxes et en charges et en impôts, etc., indirect ou indirect. 70%, tu donnes à l'État. C'est un racket organisé. Ouais. Tu n'es pas d'accord avec moi? Enfin, ça me semble logique. Non, mais tu sais, je reçois beaucoup de témoignages de personnes qui n'en peuvent plus. Tu vois, c'est des entrepreneurs. C'est trop. Parfois, il y en a qui aussi ne projettent pas l'éducation de leurs enfants aussi. C'est ça, la sécurité. La sécurité. Et du coup, on a l'impression que ça se répand, c'est de partout en fait. C'est fou. Et l'Asie est préservée. Ça, ajouté à la sécurité, je ne veux pas en faire un credo, mais ici, moi, je vois moi, je ne suis pas un couche-tôt, donc je vois même la nuit, tu as des nanas seules qui se baladent en short, tranquille, jamais un mot déplacé, à part par des phalanges, tu vois. Les seuls qui font ça sont des étrangers, mais jamais... C'est magnifique, quoi. Ouais. Moi, ça me rappelle mon enfance. Alors, tu penses que tu vas t'installer quand ici, alors? Écoute, là, je reviens en France, je prends toutes les dispositions nécessaires, c'est-à-dire que je vais me débarrasser des biens superflus, parce que on vit dans un monde maintenant où l'avoir devient plus important que l'être. Alors, pourquoi tu ne fais pas une retraite spirituelle dans un temple? Tu sais que j'ai interviewé quelqu'un. C'est très intéressant. Un de mes intervenants, je crois qu'il s'est isolé. Il est parti en retraite pendant cette année. C'est très. Voilà. Il s'est débarrassé de tous ses biens. C'est-à-dire qu'il avait, je crois, il avait 11 000 €. Il s'en est débarrassé, il a tout donné. Mais moi, si tu veux, en biens, j'ai beaucoup plus. Mais l'idée, c'est de ne. Si tu as beaucoup plus, tu m'appelles avant d'aller en retraite. Hein. Il faut se débarrasser de tout. Hein. Je suis. Mais franchement, tu n'emportes pas tes biens dans la tombe. Mais en fait, ce que je veux dire. Mais la retraite spirituelle, c'est en forêt, c'est aller dans un monastère, dans un temple. Ouais, parce que tu sais, je suis comme ça, d'apparence, je suis fêtard, artiste, etc. Mais je suis très branché, connecté, bouddhisme. D'accord, ok. Très. Tu es spirituel alors? J'ai fait beaucoup de kung-fu, d'arts martiaux chinois. Et je suis très branché. T'as fait du kung-fu? Ouais, beaucoup. Ok. Est-ce que t'as une petite démonstration ou pas? Oui, non mais on va pas casser la caméra. Non, maintenant évidemment je suis plus âgé, donc je suis passé au tai chi. Mais l'idée c'est de se couper des liens matériels, mais je pense qu'il faut garder un petit truc parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer justement au niveau géopolitique, au niveau politique ici. Du jour au lendemain, ça peut, tu vois, il peut y avoir des pétages de plomb. Garder un petit truc en France, même si tu as un bateau par exemple, ou un van, ou un petit, si tu as un bien, moi je conseille à ceux qui ont des gros biens de vendre la plupart du truc. Je ne parle pas des très riches qui eux ils s'en foutent, ils peuvent avoir des gros biens ici et ailleurs, mais ceux qui ont, tu vois, les gens moyens qui ont un bien, à la limite ils gardent un petit coin, ils vendent tout le reste, et ce petit coin là ils se le gardent, tu vois, avec une voiture garée à l'intérieur. Si jamais il y a un truc, ils savent qu'ils peuvent rentrer. Et le pognon de la vente, je ne conseille pas spécialement de l'investir en Thaïlande, d'en investir peut-être un peu pour aider le pays, mais
de mettre ça de côté, le pognon il va travailler tout seul, voilà, tu te fais chier avec ça quoi. Ouais. Moi l'idée c'est plus. Alors, tu es un solitaire ou est-ce que tu as une famille? Alors j'ai 2 filles qui voyagent beaucoup. Australie, elles viennent fréquemment en Thaïlande. D'accord, vous êtes déjà rencontrés en Thaïlande? Ah non, mais j'ai 2 filles avec qui je vis quoi. Enfin, en France, Ok. en fait on voyage tous les 3. Ok. Donc parfois on se retrouve. Tu vois là par exemple, j'ai une fille qui était en Thaïlande, qui est rentrée, on s'est vu. Ensuite, mon autre fille, après, elle est repartie à Saint-Tropez, où elle fait des saisons là-bas. Mon autre fille, là, elle part aux Canaries. Avant, la petite, elle a vécu 6 ans en Australie, sans rentrer en Europe. Ok. Tu vois, on est vraiment des voyageurs, des gens de liberté, quoi. Ok. Le voyage, pour toi, ça ouvre l'esprit, ça développe certaines facultés ou pas? Ça préserve la jeunesse, regarde. Ouais. Non, ça ouvre, non seulement, ça ouvre, parce qu'en fait, ça ouvre l'esprit. Par exemple, prenons le racisme en tant que tel, le concept du racisme. Déjà, il faut être très con, parce que quand on sait, par exemple, moi je défends la théorie d'Yves Coppens, selon laquelle nous sommes tous homo sapiens sapiens, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule race humaine sur Terre. Scientifiquement, bon, il y a une autre théorie qui est avancée, mais scientifiquement, nous sommes tous homo sapiens sapiens, c'est-à-dire qu'il y a une seule race. Un raciste, c'est d'abord un ignorant, c'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il n'y a qu'une seule race. Et en plus, l'ignorance, ça génère quoi? Ça génère la peur. Donc, quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ignores ses coutumes, tu as un peu peur, tu as de l'appréhension. C'est ça que tu deviens raciste. Parce qu'en fait, tu pars de cette peur, si tu veux, sort une espèce d'agressivité en disant tu refoules, parce que tu as peur des différences. Et moi, j'ai dit tout le temps, dans tout ce que je dis, enfin souvent, mon credo, c'est nous sommes riches et beaux de nos différences. Et ici, précisément, c'est vraiment sensible à tous les niveaux. Tu vois, des gens très très différents les uns des autres qui vivent ensemble. Je reviens toujours à cette formule, à cette notion de famille. Les gens que tu adoptes, ils nous ont adoptés, respectons-les. Tu vois, c'est ce qui manque en France, par exemple. Ouais. Alors, il y a beaucoup de pays ici qui sont quand même restent exemplaires. Est-ce que tu as déjà fait la Malaisie, par exemple? Non, je n'ai pas fait. Tu as des Malayos, les locaux. Ouais, Ensuite, nous avons beaucoup de Chinois. ouais, Nous avons aussi une communauté de Malaisiens indiens. D'accord. d'accord, Et en ouais. fait, tu as toutes ces ethnies, ces religions. Donc, Ouais, c'est un pays, j'ai vu c'est un par pays contre, sur le plan musulman. religieux, ouais. Il y a des églises, il y a des temples shintoïstes aussi, Ouais, etc. Et ils cohabitent très très bien. Alors, quand tu Magnifique. vas creuser en profondeur, tu vas quand même voir que dans l'administration, il y a des quotas réservés pour les Malaisiens malais, etc. Donc voilà. Mais C'est le normal. pays, on va dire dans sa globalité, il cohabite très bien. Bah, je pense que c'est normal, regarde. Par exemple, faisons le rapprochement avec la France. Moi, j'ai bientôt 70 ans, mais j'ai cotisé depuis que je travaille, je te dis. À 20 ans, je gagnais des... T'as la retraite alors aujourd'hui? Ouais, en fait, là, officiellement, je suis retraité depuis Ouais, tu touches la quelques retraite, années. alors. Ouais, je touche la retraite, ouais. Ok. Et en fait, comment dirais-je, j'ai cotisé depuis des années. Donc, c'est normal que j'ai envie de rentrer dans les sous que j'ai investis. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, je voudrais avoir accès aux hôpitaux, aux soins. Parce que tout ça, c'est moi qui l'ai financé. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui vont financer ma retraite, tu vois. C'est toujours ce lien intergénérationnel. Et voilà. Donc c'est normal qu'en Malaisie, des postes soient réservés aux Malaisiens. Parce qu'eux, déjà, ils ont contribué au tronc commun. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les Chinois, ce sont des Malaisiens d'origine chinoise. Tu vois? Tu as des Ils ont Malaisiens. la nationalité. Oui, ouais, évidemment. mais voilà. Oui. En fait, voilà. C'est bien. Mais quand même, tu as des postes réservés pour ceux qui ont telle origine, les aborigènes en fait. Voilà, Ouais. les locaux. Les purs, vraiment, ceux qui sont C'est là, ça. les racines, c'est comme, Ouais, c'est ça. c'est ce qu'on aurait dû faire en Australie et aux États-Unis. Est-ce que tu trouves normal que les Amérindiens soient aussi maltraités? Tu t'imagines, tu as vu comment ils traitent les Mexicains, etc., enfin, les Chicanos. C'est un truc de fou. On Tu as devient vu fou. la nouvelle brigade ICE aux Ah, États-Unis? mais c'est une horreur, C'est vraiment, c'est horrible. C'est comme en Australie, les aborigènes, ils sont traités comme des merdes. Franchement, mais je trouve qu'il
il faut savoir respecter les racines, tu vois. Regarde, là, regarde, tu as vu, là, ici, là. Ah, on parlait de racines. C'est racines, Voilà, regarde. on parlait de racines, voilà. Voilà. Une racine Tu vois, bien voilà. enracinée, Voilà, c'est pas mal. pour qu'il y ait un bel arbre, il faut d'abord qu'il soit bien enraciné. Ça, c'est important. C'est Ouais. fondamental. C'est comme en Kung Fu ou en Tai Chi, par exemple, ton assise. Alors, montre-nous juste une petite démo de Tai Chi. Hein, de tai chi. De Tai Chi, non, mais je te montre une posture Ok. de Kung Fu qui est très, très, très importante. Puisqu'on parle de racines, tu vois. Ça, c'est la position du cavalier. Donc, tu te mets comme ça, avec les bras tendus, comme ça. Ouais. Voilà, et tu peux rester des heures. Ce qui fait que, tu vois, Tu maîtriseras l'eau, tu t'enracines, la terre. ta racine, et puis tu vas travailler, tu vois. C'est très important d'être enraciné. D'accord. Mais tu sais que je prends ton conseil avec plus grand intérêt parce que je pense que c'est bien d'être d'être ancré, enraciné à la terre. C'est très C'est ça, important. hein. Ok. Toute l'énergie, elle vient de là. Garder ta stabilité. Ok. Et j'ai vu aussi certaines personnes, alors corrige-moi si je me trompe, qui font une sorte de câlin aux arbres Ouais, pour recharger l'énergie. Ils disent qu'il y a une connexion avec l'humain. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas? c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas si, je me souviens plus de l'auteur, du nom de l'auteur, j'ai lu le bouquin il y a un an, je l'ai justement offert à une amie. Ouais. Les arbres entre eux, tu vois, toutes les racines, tous les arbres là, Ouais. ils communiquent entre eux, c'est-à-dire que les racines, elles se touchent, ils parlent entre eux. C'est vrai, ça j'ai vu ça. Lorsqu'il y a un feu aussi, C'est un elles arbre. communiquent. Ils envoient des signaux pour que les autres, tu vois. Ouais. Faut pas croire que nous, les êtres humains, en fait, réellement, soyons honnêtes, les êtres humains, nous sommes les pires prédateurs pour la planète, quoi. On respecte pas un arbre, on respecte pas un oiseau, on respecte pas. C'est pour ça que j'ai aussi ce côté bouddhiste, tu vois. Je suis pas non plus un fanatique. C'est-à-dire que je vais pas devenir végétalien ou tu vois ce que je veux Qu'est-ce dire. que tu as contre le végétalien? Non, mais j'ai rien contre, mais moi je suis d'origine du sud-ouest de la France. De Bordeaux, hein. Ouais, je suis né à Bordeaux, après je suis des Hautes-Landes aussi, La j'ai la Dordogne. famille. Ouais, tu vois, bon, voilà, le sud-ouest, quoi, le Périgord, tout le truc. Ok. Donc t'imagines que tu me mets un foie gras, un foie gras j'aime pas, mais un confit de canard avec des cèpes, tu vois ce que je veux dire, je vais pas partir en courant. Mais après, je te dis, nous sommes riches, beaux et forts de nos différences. J'ai un profond respect pour les gens qui pensent différemment de moi, sauf s'ils sont cons. Alors, d'ailleurs, mon dernier album s'appelle Mort au con. Mais il faut bien savoir qu'on est tous le con de quelqu'un. C'est-à-dire que, quelle est la définition du con? Alors souvent, je demande aux gens, ils sont incapables de répondre. Alors moi, j'ai une définition très, très, très précise du con. Ça veut dire que, pour moi, un con, c'est quelqu'un qui est méchant. C'est tout. Ok. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Un con, c'est quelqu'un qui est méchant. Pour moi, un méchant, c'est un con. C'est tout simple. Alors après, on peut être tous le con de quelqu'un. Mais si toi, tu es méchant, je te dis, tu es un con. Moi, je ne suis pas méchant, donc pour l'instant, je ne me considère pas comme étant con. Non, c'est bien ça. Est-ce que ça pourrait faire une bonne conclusion? Ou est-ce qu'on pourrait peut-être, parce qu'on a eu une bonne entrevue, on a abordé plein de sujets. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez une partie 2, hein, avec Mimi, on fera une partie 2, parce que je pense que tu vas revenir à Bangkok aussi. Ah oui, bien sûr. Dans quelques temps. Là, je pars Laos, Vietnam, Cambodge et je reviens à Bangkok le 20. Voilà, peut-être faire une partie 2 et puis où Ouais, tu donneras un grand peu plaisir. ton avis sur les destinations. Différentes, ouais. Ouais. En tout cas, moi, j'ai apprécié échanger avec toi parce que quand tu m'as envoyé ton message, j'ai regardé un peu ton profil et on voyait que c'était un profil atypique et que tu allais être un peu, je dirais pas clivant, mais un peu clivant peut-être, non? Mais justement pas. Parce que moi, je pense que s'il doit y avoir un clivage, en fait, l'idée, c'est que tous mes raisonnements sont basés sur le fait que l'on soit de droite, qu'on soit de gauche, qu'on soit chrétien, musulman, quoi que ce soit, il faut bien comprendre une seule chose. C'est qu'en fait, ce ne sont pas les idéaux, les idéologies, sont pas, bien que quelques-unes soient parfois trop à l'extrême, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la finance qui dirige tout. C'est-à-dire que la finance, le monde de la finance dirige ta vie. Nous sommes toutes et tous esclaves de la finance, que l'on soit de droite, que l'on soit de gauche, que l'on soit musulman, que l'on soit chrétien. Tu vois ce que je veux dire, hindouiste. L'idée de base, mon idée de base à moi, c'est ça, c'est
Soyons conscients qu'aujourd'hui nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves de la finance. C'est tout simple. Ok, alors la solution c'est quoi? Ah, la solution, elle est dans mes livres, notamment dans le dernier. Okay. Mais en fait, la solution... J'adore la transition. La solution, elle est dans mes livres. Voilà, mais tu peux peut-être nous dire... Ouais, parce que là, c'est facile, c'est une réponse facile. Mais j'apporte des solutions de manière journalistique. Ça veut dire en étayant par des faits concrets, en ayant des arguments sur des réalités, sur des faits concrets. La solution, elle est déjà... Écoute bien, je veux dire, écoutez bien les abonnés notamment, je veux dire, c'est très important. C'est que écoutez bien, aucune constitution au monde, je dis bien au monde, n'a été écrite par le peuple. Aucune constitution au monde ne donne le pouvoir au peuple. Dans la constitution française, par exemple, il n'y a que l'article 3 qui dit que le peuple a le pouvoir, mais par ses représentants. Ça veut dire par le pouvoir législatif et exécutif. En fait, il faut bien savoir qu'il faut réécrire toutes les constitutions à travers le monde, il faut reformuler le système, il faut en revenir aux racines où la base de tout, c'est le peuple. Voilà. En fait, démocratie, c'est démos kratos, le pouvoir par le peuple. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir, c'est même plus par les politiques. C'est pour ça, parce que quel que soit l'homme politique ou la femme politique, aussi probe, aussi sincère soit-il ou soit-elle, quand il arrive au pouvoir, c'est la finance qui prend le dessus. Donc il faut en revenir à ce que les représentants du peuple soient des vrais représentants, qui soient élus démocratiquement. Alors, voilà. à l'essence de la démocratie, on avait en fait le choix des représentants qui était fait par un vote, par un tirage au sort. Un tirage au sort, alors. D'ailleurs, il y a Étienne Chouard qui parle pas mal de ça. C'est un copain, je travaille avec lui depuis longtemps. Et qui étudie d'ailleurs la thématique. C'est un très bon. Donc il dit qu'on devrait choisir les représentants par un tirage au sort, et pas que ce soit des métiers toute ta vie. Tu vois, on a des politiciens qui vivent... De toute façon, tout ce que dit Étienne Chouard est très intelligent, c'est basé sur du savoir, c'est basé surtout beaucoup sur du dialogue. Il y a beaucoup de groupes qui travaillent, c'est vraiment, il y a un gros groupe, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que j'en parle aussi, il y a tout un chapitre dans un de mes bouquins sur le tirage au sort. Mais en fait, il faut trouver un bon dosage entre un peu plus de proportionnel, un peu de tirage au sort. Il faut faire un mélange de tout, parce que si tu fais que du tirage au sort, au bout d'un moment, ça va être compliqué, parce qu'il faut chasser le naturel. L'humain est un tricheur. Au bout d'un moment, il va y avoir des tricheries dans les tirages au sort, dans les trucs. Il faut verrouiller le système de manière à ce qu'il n'y ait plus de possibilité de tricher. Et si tu mets que du tirage au sort, c'est compliqué. Il faut doser, il faut faire qu'il y ait tellement de choses, tu vois, que s'il y a une magouille d'un côté, ça n'impacte pas trop le truc. On peut tourner le truc dans tous les sens. L'être humain trichera toujours. Alors est-ce que la solution, ce ne serait pas de s'isoler, d'aller vivre dans une ferme, dans une île, et de ne pas faire attention à tout ça, parce qu'au final, on ne maîtrise rien de tout ça? C'est vrai, mais ça, c'est la solution individualiste. C'est-à-dire que tu vas vivre tout seul. Après, tu ne vas plus faire d'enfants, c'est impossible, il faut transmettre la vie, transmettre le savoir. Moi, par exemple, en France, je vis dans une ferme totalement isolée, j'ai une mare, j'ai des animaux, ça va. Tu vis en autonomie? Je pourrais. J'ai eu des moutons, des poules, des œufs. Je vis ce serait mon rêve. Chez mon bateau, je suis pas loin de la mer, j'ai du poisson, je cherche, voilà, solaire. Je peux vivre en autonomie sans problème. J'en suis pas encore là, mais l'idée c'est ça. Mais il y a ce système-là, c'est-à-dire vivre en autonomie, oui. Mais pas sur une île déserte, bon, c'est un peu utopique, quoi. Mais la solitude, c'est bien aussi. Je pense que, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas l'apanage des faibles, bien au contraire. Alors, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que la Thaïlande, c'est magnifique, c'est sublime. Il y a cette notion de famille, de vivre ensemble. Évidemment, il faut savoir que la perfection n'existe pas, mais aussi, il faut savoir que le bonheur, c'est ici et aujourd'hui. Où que tu sois sur la planète, il faut que tu saches que c'est ici et c'est aujourd'hui.
Mimi, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Merci à toi d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Si vous souhaitez aussi faire votre visa, vous avez l'agence Thai Visa. Je vous mets le lien dans la description. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.